Saint-Médard-des-Landes de Landerneau. Alors nous sommes ce qu'on appelle en Bretagne un cercle celtique, mais qu'on appellerait ailleurs un groupe folklorique. Alors pourquoi on n'utilise pas beaucoup ce terme? Tout simplement parce qu'en Bretagne et en France, le terme folklore est un peu galvaudé, un peu négatif. Alors, pour preuve, j'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé un petit peu la définition folklore, ce que ça nous dit. Donc folklore est folklorique, ce qui est pittoresque, original, mais dépourvu de sérieux. Alors, sommes-nous réellement dépourvus de sérieux? Nous le verrons à la fin de cette présentation. Alors qu'en fait, si l'on prend le terme folklore, qui vient de l'anglais folk, folk qui veut dire le peuple, et l'or, la science. Donc le folklore, c'est tout simplement l'ensemble des pratiques culturelles des sociétés traditionnelles. Alors, une société traditionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, on va plutôt nous s'intéresser, déjà, on va limiter dans le temps, à la société traditionnelle entre à peu près 1850-1950, même si après la Première Guerre mondiale, effectivement, on ne peut plus réellement parler de société traditionnelle à cause de l'industrialisation, du changement de mode de vie. Mais malgré tout, on va s'intéresser à cette période. Alors donc nous sommes un cercle celtique, je vous ai dit. Qu'est-ce qu'un cercle celtique? Alors là c'est pareil, j'ai repris le dictionnaire et j'ai regardé un petit peu ce qu'on trouvait. Donc pour cercle, on a plusieurs définitions. Définition numéro 1, courbe plane, fermée, dont tous les points sont à égale distance. Un rond. Dans ce concept. Définition numéro 3. Association de personnes réunies en vue d'activités communes d'ordre intellectuel, artistique ou récréatif. Donc là, on a ajouté la notion d'activité commune. Définition va nous dire ce qui enferme quelqu'un limite sa liberté, son initiative. Voilà pourquoi des fois on nous dit vous êtes un cercle celtique, je n'ose pas venir, je n'ose pas y rentrer, cette notion de rond fermé. Alors qu'en fait, pas du tout, nous accueillons tout le monde. Et donc à celtique, nous associons l'adjectif, pardon, à cercle, nous associons l'adjectif celtique. Donc le dictionnaire, là aussi, je l'ai pris, me dit peuple parlant de langue celte. Quels sont les peuples celtiques que vous connaissez? Je vous écoute. L'Irlande, le Pays de Galles, tout à fait. L'Écosse, l'île de Man, l'Irlande, les Asturies, la Galice, le Pays de Galles, on a dit, et la Bretagne, bien sûr. Donc, un cercle celtique, ça va être le rassemblement de personnes qui s'intéressent aux pratiques culturelles ayant eu lieu en Bretagne. Alors, la Bretagne, juste pour reposer un petit peu les choses, donc la Bretagne, 5 départements, qui sont, alors les 5 départements bretons, le Finistère bien sûr,
à l'est où l'on va parler le gallo, langue d'origine romane. Et à l'ouest, nous aurons la Basse-Bretagne, la plus éloignée de Paris, où l'on va parler le breton. La limite géographique, la limite linguistique s'est décalée petit à petit vers l'ouest. Et actuellement, on peut considérer qu'on est sur une ligne Saint-Brieuc-Vannes. Alors, à l'intérieur, vous avez vu sur les cartes, il y a des grands territoires avec de la couleur, différenciés par la couleur. Donc nous venons de Landerneau. Landerneau, nous avons cette particularité d'être à cheval sur le Léon et sur la Cornouaille. Nous avons une partie en Cornouaille. Ici, nous sommes dans le Léon. Nous sommes dans le Haut-Léon. Il y a aussi le Bas-Léon et puis le Pays Pagan au nord. Donc, de savoir d'où nous sommes va nous permettre de travailler sur des costumes, puisque en tant que cercle, on a décidé de se présenter en public et pour cela, on ne va pas le faire avec nos habits de tous les jours, on va le faire avec ce que pouvaient porter nos ancêtres, donc entre 1850 et 1940. Alors les géographes vous diraient, Landerneau, c'est dans le Haut-Léon, tout comme Landévisio. Si ce n'est qu'en fait, on est très proche du Bas-Léon. Et à la création de l'association, il y avait déjà suffisamment de groupes qui avaient déjà été et mettaient en valeur les costumes, les habits portés dans le Haut-Léon. Et donc, nous avons fait le choix de nous concentrer sur le Bas-Léon. Ce qui nous permet aussi de bénéficier d'une norme particulière dont nous parlerons un petit peu plus tard. Alors, le costume, l'habit. En fait, à quoi l'habit paysan, l'habit de la campagne, puisque c'est ça notre société traditionnelle, a commencé à se diversifier dans la première partie du 19e siècle. Et après, il n'a eu de cesse de toute façon d'évoluer. Alors, nous allons commencer par Yvette. Yvette, qui est une riche propriétaire terrienne, qui doit avoir quelques fermes du monde pour s'occuper de ses terres. C'est pas elle qui va aller au champ. Donc Yvette a mis une tenue de grande cérémonie. Donc une grande cérémonie, une grande fête, un pardon, un grand mariage. Ça se voit surtout à sa coiffe. Cette coiffe s'appelle la cornette. Elle était portée dans plusieurs régions de Bretagne. Alors, pas toujours exactement la même, et la façon de la porter pouvait différer, mais c'était vraiment une coiffe de très grande cérémonie, réservée aux personnes les plus riches. On voit bien sur ses atours son châle brodé, son tablier également. Elle a sorti des belles pièces, elle est très fière de ce qu'elle veut porter. Et donc, vous voyez les marqueurs traditionnels, donc la coiffe, le châle et ce tablier avec une grande bavette. La bavette, c'est la partie triangulaire qui se trouve sur le tablier. Donc, merci Yvette. Alors ensuite, nous allons passer à Moira. À Lénie. Lénie, elle, porte une tenue de travail, une tenue de paysan, de tous les jours, une tenue tous les jours, avec cette coiffe particulière du Bas-Léon qui s'appelle la chouquette. Et cette coiffe a un tissu. Son surnom, c'est la pelle paquette. La pelle paquette qui signifie tête empaquetée. Parce qu'en fait, vous voyez, elle cache toute la tête, elle englobe toute la tête. Et dans le Bas-Léon, nous avons une particularité un petit peu sur notre pose de coiffe. Si vous regardez l'arrière de la coiffe de Lénie, elle a un creux du tissu qui est replié. Ça s'appelle un bénitier. Voilà, donc elle a un petit châle de travail qui ne va pas la gêner pour ses mouvements du quotidien. Un tablier pour protéger sa jupe. Parce qu'en fait, les bases chez nous, ce sont jupe et chemisier. Voilà, merci Lénie. Donc là, on va faire un petit saut dans le temps. On va arriver avec Emmanuel. Emmanuel qui est habillé en dernière mode, époque 1940. Donc il faut bien imaginer que c'est le costume de Lénie qui a évolué vers le costume d'Emmanuel. Vous voyez, la jupe s'est raccourcie, le tablier également. Alors Emmanuel, si ce n'est que là, elle n'est pas en tenue de tous les jours.
Elle est en belle tenue de sortie, puisqu'elle a une coiffe brodée et non plus en simple coton. Alors les jeunes femmes, elles ont succombé à la mode, hein, comme maintenant, ça ne change pas. On regarde un petit peu ce qui se fait chez les voisins, ce qui fait au niveau de la mode civile. Et donc elle a eu envie de faire un petit gonflant sur ses cheveux, etc. Donc pour ça, sa coiffe, elle a dû la poser un petit peu plus en arrière. La coiffe a diminué. Et puis si vous vous souvenez de la bavette d'Yvette, la partie triangulaire, vous voyez celle-ci est beaucoup plus petite. Le seul élément qui n'a pas changé, c'est son châle. Le châle reste grand et est porté comme si elle avait une jupe longue. Donc c'est une jeune fille, elle a un châle couleur. Lorsqu'elle se mariera, suivant ses moyens, soit elle achètera un châle noir, soit elle le teindra. Voilà, merci Emmanuel. Alors nous allons maintenant passer au mode masculine. Alors là aussi le costume a bien sûr évolué et s'est diversifié. Nos gilets du Baléon sont différents de ceux du Haut-Léon. À un moment ils ont pris deux chemins, deux voies différentes. L'élément qui sera gardé le plus longtemps par l'homme, ça sera le chapeau. Et le chapeau sera identifiant de richesse un petit peu de cet homme. Puisque la boucle qui va tenir les guides, les bandes de velours qui tombent, en fonction de leur métal, si c'est un métal un peu commun ou si il peut y avoir du vermeil, il peut y avoir de l'argent, tout ça dénotera un marqueur de richesse. Cette boucle pourra également être ciselée en fonction des ciselures, cela nous montrera éventuellement quelle est la profession de cette personne. Alors, donc là nous sommes en 1900, 1910, 1920. En fait, après la Première Guerre mondiale, le costume a été abandonné. L'homme a pu garder son chapeau et passer en mode civil dessous. Donc nous avons de la même époque, nous avons Guénolé et Daniel. Donc Guénolé arbore donc tous deux ont une chemise à col, sans col. Ils ont exactement le même gilet, qui est un gilet du Baléon, avec cette coupe particulière. Donc Daniel est plutôt en tenue d'été, il est vêtu en lin, il a mis ses sabots parce qu'il revient du champ où il va y aller. Et Guénolé, lui, a revêtu la veste, donc cette veste aussi très typique, avec des boutons, mais cette veste qui ne se ferme pas. Merci messieurs. Et donc quand ils vont abandonner petit à petit les éléments du costume traditionnel, ils vont se vêtir à la mode de ville, comme Pascal. Donc vous voyez, lui, il a même abandonné le chapeau, il est passé au canotier. Parce qu'on est en été, qu'il fait beau. Si on avait été en hiver, il aurait pu très bien mettre son chapeau melon. Donc c'est ce que l'on voyait énormément dans les rues de Brest et aussi dans les rues de Landerneau. Voilà, merci Pascal. Alors, je vous ai dit qu'on avait choisi de travailler sur le Baléon parce que ça allait nous offrir une nouvelle possibilité. En effet, Landerneau est un bourg, est une ville. Et dans cette ville, on va y rencontrer une catégorie particulière, celle des artisanes. Alors, qu'est-ce qu'une artisane? Une artisane, c'est une femme qui travaille, ça peut être l'épouse de quelqu'un également. Donc c'est une femme qui travaille, mais qui ne va pas tirer ses revenus du travail de la terre, ni des ménages. Donc elle peut très bien être commerçante, tenir une échoppe. Et donc on va les distinguer avec une coiffe particulière. Donc cette coiffe est une jauneuse. Et cette jauneuse est principalement constituée d'un bonnet et de brides,
de bride ou qu'on appellerait également mentonnière. Alors nous allons commencer par Océane. Océane, c'est une reconstitution de 1960-70. Donc vous voyez sa coiffe. Donc sa coiffe qui est très couvrante encore. Qui, alors on ne voit pas qui couvre les cheveux, mais qui déborde même. En fait la coiffe, c'était une histoire de pudeur, et puis ça protégeait également. Donc là, elle a ses brides nouées sous le menton. Donc si vous regardez d'un petit peu plus près, vous verrez que les matériaux de sa jupe, etc., sont beaucoup plus épais que les matériaux d'après. Là, on est sur un gros drap de laine, pardon. Et si vous voyez, sa bavette, elle est très grande. Merci Océane. Donc ce costume va évoluer. Nous allons, Janine va pouvoir vous montrer. Donc on est exactement sur la même coiffe. Mais vous voyez, elle a déjà commencé à rétrécir. La tête est complètement cachée, les cheveux sont cachés, mais on voit son visage maintenant. Ces brides mentonnières là sont détachées, elles pendent, mais elles auraient pu être nouées. Donc là, elle a son châle, un châle brodé, toujours une grande bavette. Et elle a commencé à avoir un petit peu de broderie sur sa coiffe. Merci Janine. Donc on va encore faire un petit bond dans le temps. Nous allons arriver avec Gaëlle. Donc toujours la même coiffe. Vous voyez, elle a rétréci, mais c'est exactement la même. Sa mentonnière là est attachée, elle est tombante. Elle aurait très bien pu la porter. Voilà, avec le nœud sur le côté ou de l'autre côté. Si elle est gênée, elle la passe au-dessus, voire carrément derrière. Donc là, Gaëlle est sur une tenue de grande cérémonie, enfin de grande sortie, de dimanche aussi. Vous voyez ce châle, donc là, Gaëlle est mère de famille, son châle est noir. Et c'est magnifique. Un châle noir avec des belles broderies, ça ressort encore plus sous le soleil. La bavette a un petit peu commencé à diminuer. Et elle porte en haut une guimpe pour cacher son caraco dessus. Donc là, elle a une guimpe perlée. Merci Gaëlle. Donc, de la même époque, nous avons Moira, si je ne me trompe pas, et Marion, qui, elles, ont abandonné les marqueurs traditionnels que sont le tablier et le châle. Elles sont passées à la mode de ville. Mais vous voyez, elles ont quand même gardé la coiffe. Elles sont quand même fières d'approuver cette coiffe. Alors effectivement, Gaëlle avant, pour l'occasion, elle a revêtu son châle. Peut-être que pour les jours ordinaires, elle enlevait son châle et son tablier, c'est possible, ou elle les gardait. Donc merci mesdemoiselles. Et donc comme vous l'avez compris, le costume va encore évoluer. Et donc, nous arrivons sur les fins de mode 1940 avec Rachel. Donc là, on est toujours sur la même coiffe qui a encore rétréci. Là, Rachel a décidé de porter son nœud plus ajusté, ses mentonnières plus ajustées. Toujours ce grand châle qui ne bouge pas, c'est un petit peu une constante quand même. Elle a un chemisier avec un plastron plissé et elle pourrait très bien enlever son châle et son tablier et n'être que en jupe et chemisier, pardon. Et puis vous voyez, sa bavette, elle est vraiment toute petite. Voilà. Merci Rachel. Alors je vous ai présenté un petit peu tout le monde, mais je n'ai pas parlé de mon costume. Donc là nous sommes 1870 à 1940. Où est-ce que vous me situez?
la fin? À côté du canotier? Voilà, c'est ça. Moi aussi, je suis une artisane, 1910 également. J'ai gardé la coiffe, mais je suis à la mode de ville. Bravo. Alors, nous avons vu le costume a évolué et a fini par ne plus être porté au quotidien. Parce que les nouvelles modes de ville, finalement, étaient peut-être plus adaptées à la vie, surtout à la vie citadine. Alors ce n'est pas pour autant que le costume n'a plus évolué. Alors, effectivement, dans son port quotidien, ça ne se fait plus, à part quand on est, comme aujourd'hui, quand on est un cercle, on essaye de faire revivre ça. Il arrive d'ailleurs dans des fêtes qu'on nous demande si on porte le costume tous les jours. Même si il est vrai que la bête plaquette pour ramasser les cheveux dans certaines professions serait peut-être plus élégante que ce que les personnes doivent mettre sur la tête actuellement. Alors autrement, ce costume, il continue un peu d'évoluer par le biais de créateurs. Donc vous connaissez par exemple Pascal Jaouen, qui continue à broder, à s'exprimer. Il y a Jean-Paul Gaultier qui s'est aussi inspiré de costumes bretons pour faire toute une collection. Et puis on a d'autres personnes très créatives. Le mois dernier, il y avait Mathias Ouvrard qui a fait une magnifique exposition sur le costume bigoudin tel qu'il pourrait être, le costume bigoudin contemporain. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à notre cercle celtique. Notre cercle celtique qui va se présenter en public. Donc, on a des costumes. Alors, les costumes, on va les prendre effectivement d'où on est en règle générale. C'est pas une règle absolue, c'est un choix. Et donc, pour se présenter en public, puisque notre mode d'expression, entre guillemets, principal, ça va être la danse, on va avoir besoin de musique. Et donc, cette musique, à l'origine, voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée car vous avez peut-être remarqué, mais il nous manque un musicien. Il ne pouvait pas être là ce soir, donc on a enregistré sa partie, ce qui fait que ça décale un petit peu certaines choses, mais bon, on va quand même s'adapter, y arriver, il n'y a pas de souci. Alors donc, les instruments étaient à une époque dévolus à l'élite, aux classes sociales les plus hautes. Et puis ça s'est démocratisé petit à petit. Alors que, à la base, en fait, ce qui était le plus facilement accessible, c'était le chant. On avait des chants pour beaucoup de choses. On avait des chants qui racontaient des histoires. On avait des chants qui permettaient également, qui étaient liés à des métiers. Par exemple, les marins, pour hisser les voiles, ils se donnaient du cœur à l'ouvrage en chantant. Il y avait également des corporations, par exemple, des sardinières dans les usines, se donner le rythme quand il fallait augmenter la cadence en chantant. Et donc, bien sûr, il y avait du chant à danser. Et le chant était effectivement tout de suite disponible, puisque tout le monde chantait, tout le monde pouvait chanter. Alors, nous avions aussi, bien sûr, donc, les musiciens, donc on va surtout penser, quand on pense Bretagne, on pense biniou, bombarde, tambour, mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi la clarinette, l'accordéon diatonique. Fonction des régions, c'était pas forcément le même instrument qui était dominant. Donc la musique, elle est là, toujours continue à vivre, à évoluer. Elle s'inspire d'autres musiques, d'autres influences, elle n'arrête pas de bouger. Elle inspire aussi, elle est aussi sous inspiration d'autres esthétiques musicales. Donc là, je vais vous laisser un petit peu écouter et arrêter de parler sur nos musiciens.
les applaudir. Donc je vous présente Nostrade, 2 membres en chair et en os, un en mode virtuel. Donc nous avons Vincent à l'accordéon diatonique. Alors l'accordéon diatonique, c'est quand même un des instruments utilisés dans énormément de cultures traditionnelles en Europe. Alors par rapport au chromatique, il est un peu plus petit. Et il a cette particularité, c'est que quand on tire, il y a un son, et quand on pousse, le son est différent. Nous avons Michael à la harpe celtique historique. Alors, donc cette harpe est un peu plus petite qu'une harpe de concert. Et elle a cette particularité, c'est que ses cordes sont en bronze. Et sa harpe a été personnellement faite par son papa. Alors celui qui n'est pas là avec nous ce soir, c'est Kevin. Et si vous avez écouté, Kevin ne joue d'aucun instrument traditionnel entre guillemets de Bretagne. Alors si, il y a par contre, il y a le bodhrán, mais le bodhrán c'est d'origine irlandaise. Ensuite, nous avons le caron. Le caron ça vient d'Amérique du Sud. Et le derbouka qui vient d'Afrique du Nord. Comme quoi, nos musiciens se sont appropriés beaucoup d'instruments et ça enrichit la musique et ça, de toute façon, ça ne choque absolument plus personne. Et c'est très bien de s'adapter au temps. Il faut que ça vive et qu'on utilise tous les moyens qui peuvent se présenter pour que cette matière continue à vivre et à évoluer et à être vivante surtout. Alors, donc pour revenir un petit peu à notre cercle celtique qui va se présenter. Donc, ça y est, maintenant, on sait comment on va venir, comment on va s'habiller. C'est établi. On a des musiciens qui vont être là pour nous faire danser. Puisque, en général, c'est ce qu'on va faire, on va danser. Alors, cette danse, la danse, était à l'origine communautaire. Principalement en rond. Donc tout le monde participait, tout le monde était au même niveau, il n'y avait pas de différence. Et puis cette danse, elle aussi, comme le costume, comme la musique, elle a évolué. Alors de quelle manière? Il y a eu plusieurs façons, hein. De toute façon là on n'est pas là pour laisser une encyclopédie de tout ce qui a pu se passer. Ce sont des grandes lignes que je vous donne. Alors un jour, il y en a un, il se dit, non, moi je vais couper la chaîne, je vais mener, voilà. Et à partir du moment où on n'est plus en rond, où on a un premier et un dernier, et on a des personnes qui sont un petit peu différentes. Et puis cette chaîne, elle a pu épaissir. Et finir par n'être plus que des chaînes de 2 personnes qu'on va appeler du couple. Et donc là, on est plus sur cette notion forcément de communauté, de danse communautaire. Là, on arrive au cortège et à la notion de couple. Alors là, on vous présente une évolution de ce qu'on appelle en gros mode pause du tour, qui va aller jusqu'au cassava. Donc je vous laisse admirer un petit peu les différentes évolutions de cette danse.
Alors pour les costumes, on va en général n'utiliser, ne porter que les costumes de notre terroir, locaux entre guillemets. Autant pour la danse, on va s'approprier la danse de la Bretagne en général, hein, de tous les terroirs. Alors cette danse, au niveau du cercle, donc on va apprendre la façon traditionnelle. On va essayer de s'imprégner de la façon dont elle était dansée, des pas, du style, pour ensuite, pour des spectacles, on va la déstructurer. On va pouvoir la prendre et on va en faire d'autres choses. Donc là, on vous présente une danse rhône hein, qui vient du pays Pagan, donc pas très loin. C'est aussi à la base une ronde aux 3 pas, c'est une ronde maritime qu'on retrouve sur toutes les côtes de la France. Donc là, on commence avec le mode traditionnel et puis après, on déstructure. Alors la danse s'était pratiquée à diverses occasions, bien sûr, lors des fêtes, mais elle pouvait être aussi faite après des longues journées de travail de battage, de travail en commun. Elle pouvait avoir une fonction utilitaire. La première danse qui vous a été présentée était un pied venu, dont le but était de tasser la terre, de tasser l'herbe neuve.
Alors nous allons principalement présenter des danses en rond, mais le rond n'était pas la seule façon de danser. On pouvait être en double front, ça a été la danse qui a été, la deuxième danse qui a été présentée, avec une rangée d'hommes et une rangée de femmes. Donc on pouvait avoir de la danse en couple, on pouvait avoir de la danse en cadrette, donc cadrette, ce qui veut dire 4 danseurs, donc ça pouvait être soit en chaîne courte ou deux couples face à face. Donc là, nous poursuivons par un page-pli qui vient de la montagne, parce que nous avons aussi des montagnes. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce qu'est un cercle celtique. Mais un cercle celtique, ce n'est pas que ça. Dans nos associations, nous avons plein de choses, plein de propositions pour tous les âges. Nous avons aussi bien des cours enfants que des cours adultes. Tout le monde n'est pas obligé de se produire en public. Il y a souvent de la broderie, des cours de breton, des fois il y a de la musique, il y a du chant également. Il y a plein de choses. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre un des cercles, il y en a plein partout. Donc ici il y a l'Andivisio qui est juste à côté, il y a Morlaix, il y a Landerbourg, puis après il y en a une multitude. Alors le cercle, il va essayer de faire vivre un petit peu la tradition. Il va essayer d'être un petit peu le garant de la danse. Mais cette danse, vous voyez, on la prend de manière traditionnelle, on va malgré tout la déstructurer pour la présenter. Mais cette danse, elle vit aussi en Fest-Noz et elle évolue différemment. Peut-être que dans 50 ans, on se basera sur ce qui se fait en Fest-Noz et peut-être que ce sera ça, la danse, la nouvelle danse traditionnelle. Et puis, qu'est-ce qui est la vérité? Tout est voulu. Le tout, l'important, c'est de le faire avec plaisir, avec bonne humeur et d'être heureux d'être là tous ensemble. Parce que mine de rien, toutes nos associations, c'est aussi un endroit de rencontre de toutes les générations, tous les milieux. On se retrouve avec plaisir. On voyage aussi. Donc un jour, on est en République tchèque, par exemple. Voilà. C'est des bonnes choses qui se passent. Et on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Donc n'hésitez pas à aller pousser la porte d'un cercle celtique maintenant que vous savez ce que c'est. Et puis si vous avez des questions, nous sommes là, nous serons très heureux d'y répondre. Merci à tous pour votre attention et bonne continuation pour la soirée. Et merci à la Confédération Kendler de nous offrir cet espace dans lequel nous pouvons nous exprimer librement. Et à l'Andivisio, au cercle de l'Andivisio, dans Syrienne l'Andivisio, de nous avoir accueillis ce soir également, ainsi qu'à la
commune de Lampol-Dimillot. Merci à tous.